Bien, écoutez, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter ici à l'École française d'Athènes ce soir une partie de nos projets qui portent sur l'architecture médiévale essentiellement en France et qui pourront trouver, comme l'a signalé Amélie Perrier, donc un développement ultérieur dans le projet Mistra. Alors, ces projets, ils reposent évidemment sur des équipements dont nous disposons qui forment ce qu'on appelle une plateforme. Donc une base d'équipement, une plateforme d'équipement mobile de numérisation 3D. L'acronyme c'est Plémo 3D, plateforme d'équipement mobile de numérisation 3D, qui a été créée à Sorbonne Université au 1er janvier 2015. Donc une plateforme qui est encore assez jeune, 4 années, et qui donc nous permet de disposer, de faire fonctionner un certain nombre d'équipements. Alors ce soir, nous parlerons uniquement de 2 types d'équipements. Le scanner laser, vous voyez, ce boîtier d'assez petite dimension fixé sur un trépied et où le laser peut effectuer une rotation complète à 360 degrés sur un plan horizontal, mais également sur près de 300 degrés sur un plan vertical, et frapper ainsi donc les objectifs qui sont à relever pour en un très court laps de temps, quelques heures, donc obtenir donc un nuage de points qui, après traitement, va pouvoir donner un rendu très précis d'un édifice, une architecture, voire de l'ensemble d'un site. Et nous parlerons également d'un autre type, une autre technique de relevé qui est plus simple, la photogrammétrie, donc qui, à partir d'un appareil photo, voire de votre téléphone portable, eh bien, vous couvrez l'objet qui vous intéresse et qui, après traitement, va donner une photographie 3D. Alors, c'est l'occasion aussi de reparler de Grégory Chaumet, qui, comme vous l'avez présenté, est l'ingénieur d'études architecte, spécialiste de ces questions et de ces techniques de numérisation, qui, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, que vous voyez ici dans le cadre d'une opération sur laquelle je reviendrai, de prise de vue sur la rose occidentale, donc cette grande fenêtre circulaire de la façade occidentale de la cathédrale de Reims, à l'occasion des restaurations. Et voilà un détail d'un des chapiteaux de la rose qui a fait l'objet donc d'une prise de vue photographique. Alors les petits rectangles bleus vous indiquent les positions successives de l'appareil photo, donc un assez grand nombre de prises de vue, puisque les photos doivent pouvoir se chevaucher. On obtient également un nuage de points qui va faire l'objet d'une triangularisation, un mesh, comme disent les anglo-saxons, avant c'est la 3e étape à droite, d'être habillé par la photographie elle-même. Donc on a un rendu très illusionniste et très fidèle évidemment de la réalité. Donc je reviendrai tout à l'heure sur cette opération sur la rose occidentale de Reims. Nous allons voir des opérations qui se rapportent à des édifices, à des sites, à des parties d'édifices, parfois de détails du décor ornemental, et qui nous amèneront à apprécier l'apport de ces techniques sur les questions de mécanique, donc de mouvement des édifices, des techniques de construction, et également de la mise en œuvre et du devenir, donc du vieillissement aussi de ces édifices. Alors, une des opérations en cours actuellement concerne l'un des plus grands édifices caractère pratique de conserver du Paris du Moyen-Âge. Il s'agit de ce qu'on appelle à tort le réfectoire des Bernardins, mais c'est rentré dans le langage commun. C'est un bâtiment donc à usage utilitaire de 70 mètres de long sur une vingtaine de mètres de large. Il n'y a que la grande salle du palais royal de la Cité, la conciergerie, comme on l'appelle, qui soit plus grande. Et ce réfectoire, se dit réfectoire des Bernardins, donc, est un bâtiment d'un collège, donc d'un établissement des cisterciens à Paris, sur la rive gauche, donc dans le quartier universitaire au Moyen-Âge, avec des fonctions multiples. Il a fait l'objet d'une restauration il y a quelques années seulement, donc qui a permis de dégager complètement le
niveau du rez-de-chaussée que vous pouvez visiter, hein, les propriétés du diocèse de Paris. Donc voilà le bâtiment vu de l'extérieur, c'est assez impressionnant évidemment. Et là, voilà ici un relevé scanner, bon, habillé avec des effets de surface, de texture, pour la pierre, etc. Pour le premier niveau. Et voilà un relevé, vous voyez, qui est plus précis sur la moitié gauche, donc la partie méridionale de ce bâtiment, par rapport au nord, car la problématique de l'opération visait à analyser les questions de mécanique, donc de mouvement de l'architecture, comme vous allez le voir, qui a, dès le début de la construction, dès les premières années, subi des déformations très très importantes en raison de l'instabilité du sol. Nous sommes à quelques dizaines de mètres de la Seine, et donc un sol très instable, et qui a obligé donc à des renforcements, et aussi qui a entraîné au préalable d'importantes déformations de l'architecture. Donc nous travaillons avec le professeur Paolo Vanucci, donc de l'université de Saint-Quentin en Yvelines et de Saclay, qui est spécialiste de mécanique et qui a besoin de ces relevés laser très précis pour analyser justement ce comportement mécanique de l'architecture du réfectoire des Bernardins. Donc voilà, en sous-sol, qui faisait office de cellier, donc de lieu de stockage de différentes denrées, maintenant transformé en salle de conférence, comme ici même. C'est un peu moins agréable, évidemment. Un des 3 vaisseaux qui sert de couloir de desserte maintenant. Vous le distinguez donc dans la partie supérieure du cliché, ici même, ce couloir, et puis des salles comme celle-ci, qui comptent 6 travées, séparées par des colonnes isolées. Donc je passe plus rapidement. Le scanner d'une de ces salles, vous avez ce disque sombre qui correspond à l'implantation du trépied sur lequel était fixé le laser. Évidemment, le laser n'a pas pu prendre les mesures de l'endroit délimité par le trépied, d'où la nécessité de multiplier les stations aussi du laser. Et à partir de plusieurs relevés d'un couloir, d'une salle, on peut évidemment, après traitement sur ordinateur, avec différents logiciels, regrouper ces différentes campagnes de relevés pour avoir ici donc une coupe transversale complète sur les 3 vaisseaux de ce cellier. Ici, une autre vue sur 4 travées du couloir d'accès. Et puis, à partir de ces relevés, donc du nuage de points, constitué de millions ou milliards de points définis par le scanner laser, on peut effectuer des coupes grâce à des logiciels de traitement des données. Et ces coupes, évidemment, vous fournissent des mesures précises, au millimètre près, qui rendent bien compte, évidemment, de l'effet de tassement des 2 supports isolés. Ici, nous sommes dans la salle haute. Vous voyez, si on prend les hauteurs à la flèche des arcs doubleaux, donc des arcs qui séparent les travées, on voit que cette flèche est de longueur variable, suivant évidemment le tassement des supports. Ici même relevé au niveau inférieur, donc du cellier, qui montre également le tassement des supports isolés au centre, et donc par conséquent la déformation des arcs, qui est quand même très spectaculaire, sur les côtés. Comme le tassement des supports est quasiment identique de part et d'autre du vaisseau central, on a un arc qui est très peu déformé. En revanche, sur les vaisseaux latéraux, évidemment, on a une bascule qui est très très spectaculaire et qui, d'après l'analyse des composants, donc des pierres, des voussoirs, ce tassement, cette déformation s'est produite en cours de construction, enfin en tout cas très peu de temps après. Donc voilà un détail qui vous montre le tassement de plus de 30 cm. Lorsqu'on compare la hauteur du chapiteau ici et de son tailloir, de la colonne isolée, et celle du tailloir de la console prise dans le mur périphérique, on arrive à cette déformation d'à peu près 34 cm. Donc l'étude en cours visera à analyser très finement justement cette mécanique architecturale qui aboutit à cette transformation sans qu'il y ait évidemment de ruine du bâtiment. Alors nous avons
suivi en cours de restauration entre 2014 et 2016 les opérations donc, menées par l'architecte en chef des monuments historiques, Monsieur Dubois, sur la grande rose de la façade occidentale de la cathédrale de Reims. Donc, c'est un monument évidemment très célèbre, une rose construite dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, une phase qu'on qualifie de rayonnante dans l'architecture gothique, et c'est un des témoignages les plus spectaculaires. Cette rose est constituée à la fois d'une ossature en pierre, de vitraux évidemment pour fermer les ouvertures, et ce qu'on a découvert à l'occasion de la restauration d'une armature métallique très sophistiquée qui arme par définition donc la structure en pierre. Donc vous avez ici deux photographies avant restauration. Une rose qui évidemment a beaucoup souffert lors de l'incendie qui a suivi le premier bombardement de la cathédrale de Reims le 19 septembre 1914. Épisode dramatique qui a laissé des traces, et pas seulement dans l'histoire de l'art. Plus de la moitié des vitraux, évidemment, ont été détruits à cette occasion, mais l'armature de pierre, donc, qui a souffert, évidemment, de l'incendie, bizarrement, n'avait pas connu d'importante restauration depuis le sinistre de 1914, au point qu'on était parvenu à une situation très, très critique au début du XXIe siècle, qui a, évidemment, obligé à une intervention assez lourde au cours de ces 3 années, 2014-2016. Donc voilà, une vue frontale de la rose avant restauration, le relevé classique qu'a opéré donc l'architecte en chef avant que nous n'intervenions. Chaque numéro en rouge correspond à un panneau de vitrail, puisqu'il y a eu à la fois restauration du remplage en pierre et aussi des vitraux. Donc nous sommes intervenus une fois que les échafaudages étaient mis en place. Donc on ne pouvait pas faire de relevé scanner ni photogrammétrique complet de la rose, puisqu'on aurait eu ces barres horizontales des différents platelages des échafaudages. En revanche, on a pu, grâce à cet échafaudage, intervenir pour des relevés précis des différents chapiteaux qui ornent la rose, vous voyez, à l'extrémité des pétales, des 12 pétales qui composent donc cette grande rose. Et donc, on a un premier nuage de points. Je ne reviens pas sur les détails techniques. Ici, un maillage par triangularisation. Et puis, après, application, évidemment, de la photographie elle-même, donc, pour avoir un rendu en 3 dimensions. On peut faire tourner le document très très précis. Et donc nous avons ici comme décor végétal donc des feuilles de lierre qui sont représentées avec infiniment de précision. Alors je n'ai pas les compétences évidemment pour le juger, mais nous avons travaillé avec 2 archéobotanistes du Muséum national d'histoire naturelle, Margaretha Tengber et François Popelin, qui sont venus une première fois sur échafaudage, mais n'ont pas pu voir la totalité de ces chapiteaux. Nous avons fait les relevés et ils ont pu les examiner après pour identifier, vous voyez, lierre, aubépine, vigne, etc. Je ne rentre pas ici dans les détails parce que cette étude n'est pas encore achevée, mais je me rappelle très bien la surprise de François Popelin, donc il a une très longue carrière d'archéobotaniste, qui a découvert, sculpté dans la pierre, des espèces de vignes que l'on ne cultive plus actuellement, et qui visiblement l'étaient au XIIIe siècle en Champagne. Donc un rendu très précis de la part des sculpteurs. Lorsqu'on parle du naturalisme gothique avec des guillemets, c'est parfois excessif, mais ici, en l'occurrence, ça a permis à des spécialistes de reconnaître des espèces végétales qui n'ont plus cours actuellement dans la région. Alors, l'étude de la rose de Reims a permis aussi de mieux comprendre sa mécanique, sa structure. Donc on revient sur ces questions structurelles. Ici, donc, un rendu avec SketchUp, donc un logiciel évidemment en accès libre, assez simple, qui permet donc une modélisation assez schématique de la rose. Et sur place, évidemment, simple observation a montré qu'il y avait d'importants éléments métalliques en fer forgé, donc, et notamment ce triple cerclage
3 cercles concentriques qui n'avaient jamais été signalés auparavant. Peut-être que les restaurateurs de la fin du 19e, début du 20e l'avaient vu, évidemment, mais on n'avait pas fait état dans des publications. Et ce sont des tirants métalliques qui font vraiment corps avec les maçonneries, comme l'indiquent donc ces trous et ces pitons qui étaient scellés vraiment dans la pierre. Donc ce n'est pas une armature qui a été intégrée après coup lors d'une restauration ultérieure. Et on sait par les sources d'archives qu'il y en a eu à Reims dès la fin du XVe siècle. Non, c'est une armature qui, à quelques exceptions près, est contemporaine de la mise en œuvre de la rose, donc dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et les analyses physico-chimiques donc, de certains tirants menés par le laboratoire de recherche des monuments historiques à l'occasion de la restauration ont bien montré que c'était une technique de fonte qui pouvait très bien remonter au XIIIe siècle. Voilà, d'autres détails. Vous avez ici une partie du réseau en pierre qui a éclaté sous le fait justement de l'incendie et qui montre donc ce qui n'était pas visible auparavant, ces excroissances métalliques qui permettaient vraiment le scellement de l'armature métallique dans les éléments en pierre. Et donc nous avons pu modéliser, cette fois-ci avec toujours ce logiciel SketchUp, cette armature de la rose, donc ce triple cerclage, et puis les éléments en fer qui servent aussi à la fixation des panneaux de vitraux par centaines donc sur cette rose. Alors, il ne s'agit pas pour l'armature donc rayonnante à pétales de la rose d'un relevé photogrammétrique ou scanner. Tout ce qui correspond à un relevé précis, ce sont ces chapiteaux dont je vous ai parlé, que l'on a pu intégrer dans la modélisation de l'ensemble. Voilà, ici, détaillé pour un pétale. Et donc, évidemment, les logiciels de type SketchUp, ici, d'utilisation assez simple, permettent de combiner les éléments pierre, les éléments métalliques, de rendre plus lisible par des effets de transparence, évidemment, l'armature métallique qui n'est pas visible, évidemment, à l'œil nu, puisqu'on voit la rose soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, mais jamais, évidemment, en même temps, et qui peut se débarrasser d'un des éléments, ici en l'occurrence la pierre, pour montrer quand même la complexité, la technicité en tout cas, de cette armature métallique de la rose de la cathédrale de Reims. Donc maintenant restaurée, vous avez une vue ici de l'intérieur, après le nettoyage des vitraux, également des éléments en pierre. Eh bien, on distingue certes ce cercle ici, mais de l'intérieur comme de l'extérieur, on n'imagine pas qu'il y a en fait un triple cerclage de la rose. Alors, je vous ai parlé de détails de l'architecture. On en a vu un exemple avec la rose de Reims. On peut aussi avancer dans la connaissance des éléments mobiliers. En l'occurrence, ici, je prends l'exemple du château de Tarascon. Donc, nous sommes au bord du Rhône, entre Avignon et Arles. Donc, un château parmi les mieux conservés de l'architecture militaire et résidentielle du XVe siècle. Donc, c'était un château habité par les princes d'Anjou, Louis Ier, Louis II, puis le fameux roi René d'Anjou, donc, qui a mis la dernière main, en quelque sorte, au décor et au mobilier de ce château, donc, qui domine fièrement donc, le Rhône. Donc ici, pour mémoire, un portrait de René d'Anjou et de sa deuxième épouse Jeanne de Laval, conservé au Louvre. Et donc Grégory Chaumet et une de nos doctorantes, Delphine Grenet, donc, qui fait une thèse sur les plafonds peints en Provence à la fin du Moyen-Âge avec notre collègue Philippe Lorenz, donc sont allés sur place, ont scanné différents éléments du château, et notamment ce qu'on appelle la salle des festins, c'est une terminologie récente, donc une grande salle d'apparat sur l'aile ouest du château, donc qui donne directement sur le Rhône. Donc c'est ici un relevé scanner, donc, dont le rendu n'est pas poussé autant qu'il pourrait l'être
parce que l'intérêt évidemment de l'étude se porte sur le plafond peint et moins sur l'ensemble de la salle, mais on a quand même une bonne idée évidemment du volume de cette pièce, donc avec ici un agrandissement d'une enluminure, ça c'est pour les besoins de la muséographie. Le château est accessible à la visite, hein, c'est un centre d'art aussi, mais c'est le plafond qui nous intéresse. Donc vous avez ici un relevé laser avec évidemment habillé avec des effets de surface correspondant au bois ou à des éléments peints. Donc un relevé scanner précis jusqu'au centimètre ou au demi-centimètre près, ce qui jusqu'alors n'était pas disponible. Et le but de l'opération, c'est d'intégrer dans ce relevé scanner très précis des éléments peints, ce qui est l'objet de l'étude en thèse de Delphine Grenet, ce qu'on appelle des closoirs. Donc ce sont des planchettes de sapin peints avec ces motifs donc, qui sont évidemment très très intéressants, motifs de créatures hybrides, monstrueuses, etc. Tout à fait dans le goût hein, de l'art de cour au début du XVe siècle. Donc vous avez ici 4 exemples, dont certains proviennent du plafond peint de cette salle des festins de Tarascon, et qui ornent le plafond à l'extrémité des solives, donc qui sont les bois de charpente les plus fins. Alors le relevé scanner a permis d'en tirer une modélisation 3D du plafond, donc avec une structure qui est quand même très complexe, donc avec des poutres de différents calibres, des poutres maîtresses, donc de plus de 50 cm de section jusqu'aux petites solives. Donc ils font l'objet d'une numérotation validée par les spécialistes qui travaillent sur ce type de décor architectural, qui est très répandu de la Catalogne jusqu'au sud de l'Italie et à la Sicile, donc sur tout le pourtour de la Méditerranée occidentale, si vous voulez. Et puis de modéliser donc ce plafond, donc ici arbitrairement représenté sans les éléments de remplissage des différents compartiments, mais quand même avec déjà une évocation du décor purement géométrique ou végétal des bordures des grosses poutres, l'adjonction des solives et de ces closoirs qu'on peut agrandir pour mieux les voir, etc. Alors que même si vous vous rendez sur place, évidemment, c'est très très difficile de bien pouvoir observer, même avec des jumelles, ces éléments donc, qui sont disposés presque à la verticale, donc déformés, etc. Et puis, c'est tout le jeu auquel se prête Delphine Grenet, c'est de déplacer ces closoirs parce que certains ont été démontés lors de phases de restauration et remontés parfois à de mauvais endroits. Donc d'essayer de retrouver des dispositions plus conformes à l'état d'origine. Voilà le plafond terminé. Donc on a opéré une sorte de reconstruction virtuelle de ces plafonds peints. Et évidemment, on peut modéliser aussi hein, en 3D, se déplacer à des fins d'explication pour le public qui visite le château également. Donc de la recherche fondamentale jusque la valorisation de la recherche à destination d'un public qui n'est pas forcément spécialiste. Alors, si on revient à Paris, je parlais d'un exemple dont Grégory Chaumet, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, aurait été beaucoup plus compétent pour l'exposer. C'est celui donc, de l'architecture civile à Paris, donc au Moyen-Âge, jusqu'au début du XVIe siècle. Paris qui passe pour être la ville d'Haussmann, donc le grand urbaniste, préfet de Paris sous le Second Empire, au XIXe siècle, a quand même conservé, évidemment, des témoignages très, très intéressants de l'architecture médiévale. Pas oublier que Paris était la plus grande ville d'Occident à compter du XIIIe siècle, avec 200 000 habitants aux alentours de 1300, c'est-à-dire 2 fois plus que les autres villes les plus peuplées d'Europe occidentale à l'époque, comme Milan ou Gand, 4 fois plus que Londres à l'époque. Et donc, malgré les pertes, les destructions, les sinistres, etc., eh bien, on conserve sans doute par dizaines, si ce n'est par centaines, des vestiges du Paris médiéval, pas seulement les églises qui ont mieux subsisté, mais les demeures, depuis la demeure aristocratique jusqu'à des maisons plus modestes. Donc Grégory Chaumet avait fait son master sur une de ces demeures
ce qu'on appelle la maison d'Ourscan, parce que c'était une sorte de pied-à-terre, donc parisien, des moines de l'abbaye d'Ourscan, mais ce n'est pas une abbaye ni un prieuré, c'est un pied-à-terre avec résidence de l'abbé et également possibilité de stockage de production agricole et qui pouvait donc ainsi être écoulée, vendue sur Paris. Alors, cette maison d'Ourscan est ici en bleu turquoise, sur ce plan schématique qui restitue un petit peu le tracé des voies médiévales d'une partie de la rive droite de Paris au Moyen-Âge. Vous avez l'extrémité de l'île de la Cité, avec Notre-Dame, en violet d'autres églises, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis d'autres hôtels ecclésiastiques, donc des pieds-à-terre parisiens pour différentes abbayes ou évêchés du nord de la France essentiellement. Donc nous nous focaliserons évidemment sur cette maison d'Ourscan, dont on peut visiter depuis la fin des années 1960 le cellier, donc la cave enterrée. Vous en avez ici une photographie qui remonte ce cellier aux alentours de 1248. Donc c'est la même époque que la Sainte-Chapelle, par exemple, du Palais de la Cité. Voilà un plan classique qui a été élaboré par un géomètre il y a quelques années, sans recours à ces nouvelles technologies. Mais les nouvelles technologies donc numériques permettent de revenir sur différents documents, donc ici aussi en 2 dimensions, en 2D, pas seulement en 3D. Une photographie donc prise par des photographes du ministère de la Culture, redressée, donc on parle d'ortho-image, permet donc d'être retraité pour indiquer un peu les assises des pierres superposées, et puis de souligner aussi cette régularité dans l'appareillage qui correspond aux vestiges, par la trace plutôt, d'un escalier qui lui a disparu, un escalier en pierre qui donnait, qui permettait d'accéder directement à la cave par la rue, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et donc la modélisation 3D qui a été faite par Grégory Chaumet permet de restituer cet escalier, donc d'avoir une meilleure idée du volume intérieur de la cave qu'on ne peut l'avoir actuellement, même en la visitant. Alors, ce type de document, donc à droite par rapport au document de gauche, est utilisé actuellement par l'architecte responsable de la restauration de l'édifice, Thierry Algrin, à des fins d'ouverture à un plus large public dans les années à venir. Et puis, différents éléments lapidaires sont conservés sur place. Ils ont été trouvés dans les remblais qui avaient rempli le cellier, donc les caves, sur près des 3/4 de leur hauteur depuis la fin du Moyen-Âge jusque dans les années 1960. C'est une association, l'association Rempart, qui a procédé à ce déblaiement, donc sans qu'il y ait à l'époque de fouilles archéologiques vraiment dignes de ce nom. Enfin, le matériel ancien a été découvert. Donc vous avez une colonnette, un élément de console. Ici, 3 assises de départ d'arc de voûte, ce qui a pu être utilisé par Grégory Chaumet, toujours, avec ce logiciel SketchUp, donc pour modéliser l'état du rez-de-chaussée qui n'est pas conservé. Donc il a remployé, si vous voulez, et généralisé le type d'arc. Donc on a simplement 3 assises sur la photo précédente. Donc avec 3 vaisseaux, avec des colonnes donc recevant des arcs brisés et supportant donc un plancher. Et d'autres éléments comme les colonnettes ont été exploités sur cette modélisation 3D pour rétablir une claire-voie. Donc, ça reste plus ou moins hypothétique, d'où la restitution quand même assez schématique de ce bâtiment, mais c'est quand même un pas très important dans une meilleure connaissance de cet édifice, dont, je vous rappelle, donc seule la cave est relativement bien conservée. Donc il s'agit de ce bâtiment ici à l'angle de 2 rues, rue Geoffroy-Lanier, rue François-Miron. 2 autres caves ont été visitées, ou vont l'être, pratiquement en face. C'est un travail de longue haleine, évidemment, pour repérer ces caves anciennes, et puis après pour les visiter, pour les relever et en
faire des restitutions, mais c'est la piste la plus fructueuse et potentiellement la plus riche pour mieux connaître donc l'architecture civile, résidentielle à Paris au Moyen-Âge. Donc vous voyez ici sur deux autres rues, la rue dite des Lombards, on est dans le quartier des Halles actuellement, ou la rue de la Verrerie, en orangé, l'indication de 4 caves qui ont pu être visitées et étudiées en détail. Et il y en a évidemment d'autres. Alors, pas ici, sur ce quadrilatère, évidemment, où vous avez actuellement le bazar de l'hôtel de ville, pardon. Donc là, tout a été détruit lors de la construction de ce grand magasin. Mais ailleurs, même sous des immeubles des 17e, 18e, voire 19e siècle, on peut trouver encore des caves médiévales. C'est le cas notamment au numéro 56 de la rue de la Verrerie, ici, où en fond de parcelle, ne donnant pas directement sur la rue, mais à quelques dizaines de mètres plus au-delà, eh bien, Grégory Chaumet donc, a repéré des caves très complexes, qui sont elles-mêmes le résultat de transformations depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe, dont il a pu faire un relevé scanner. Donc nous sommes dans, évidemment, des emplacements très encombrés. Les caves, c'est en général de lieux de stockage de tout et n'importe quoi. Très sombres, parfois pas éclairés du tout, mais ce n'est pas un problème pour la technologie du laser, qui peut opérer dans des endroits parfaitement sombres, à la différence de la photogrammétrie, où il faut quand même une source de lumière. Et à partir de ce relevé, eh bien, en utilisant différents logiciels, eh bien, on peut établir un plan ou des coupes selon les orientations qu'on souhaite, comme le plan qui est ici reproduit. Nous sommes ici au premier niveau de sous-sol. Vous avez un deuxième niveau de sous-sol, toujours au même numéro 56 de la rue de la Verrerie, avec une cave qui se présente différemment, notamment ce long couloir voûté en berceau sur doubleau, dont Grégory, encore une fois de plus, a déduit le plan. Donc, sans la technologie laser, évidemment, ce serait très difficile de bien comprendre ces structures. Donc, je vous montre simplement deux relevés, le plan et le relevé 3D. Évidemment, tout le travail d'interprétation reste à faire, mais il est possible grâce à l'utilisation de ces technologies. Voilà, d'autres vues. Donc, un autre numéro 40, des caves cloisonnées, puisqu'elles appartiennent à différents propriétaires, mais on peut les restituer dans leur globalité et les étudier de près. Donc vous voyez, même avec l'encombrement d'escabeaux, de sèche-linge et j'en passe, on peut évidemment retrouver des traces de soupirails bouchés, etc., d'accès condamnés, etc., etc. Donc c'est un long travail, mais qui, grâce à ces relevés précis, est réalisé en très peu de temps. Une demi-journée suffit pour faire un relevé d'une cave. Bon, après, il faut évidemment du temps pour traiter l'information sur ordinateur avec les logiciels, mais c'est tout à fait possible. Alors, c'est ce travail donc de relevé et de modélisation avec à partir de documents de différentes natures. Il peut y avoir des relevés scanners, des relevés photogrammétriques, de simples photographies, qui a permis donc à mes étudiants, Denis Ayot, de publier, donc je laisserai pour la bibliothèque de l'École française d'Athènes, vous pourrez consulter. C'est paru donc à la fin de l'année 2018, tout récemment, une évocation du Paris en 1200 qui s'appuie beaucoup sur justement des modélisations. C'est aussi un travail d'historien, d'archéologue, mais qui a utilisé donc à bon escient, notamment dans la modélisation du Louvre, qui est quand même un élément clé du Paris aux alentours de 1200, sous le règne de Philippe Auguste, donc, pour lequel, à partir de l'étude précise des vestiges du monument, bien sûr, vous pouvez faire passer, de l'étude précise des vestiges du monument, que vous pouvez voir lorsque vous visitez le Louvre, toute une documentation ancienne, écrite ou figurée, eh bien, a pu restituer cet état du Louvre, donc avec ici le côté méridional donnant sur la Seine, protégé par une deuxième enceinte, et ici le mur oriental donnant vers la ville,
ou l'enceinte de Paris, puisque le Louvre à l'époque se trouvait juste à l'extérieur de la ville. L'enceinte de protection urbaine ne se prolongeait pas le long du fossé du Louvre. Ça, c'est une importante découverte de Denis Hayot, afin d'éviter que le Louvre ne soit attaqué par la population parisienne, ce qui est toujours une crainte des rois de France. Ça n'a pas trop changé dans l'actualité récente. Que Grégory Chaumet, Denis Hayot a découvert, alors que les restitutions antérieures faisaient prolonger le mur de la ville tout contre le palais du Louvre, ce qui est une sorte d'aberration du point de vue de la polyurcétique, de l'étude des fortifications. Mais il y a d'autres restitutions dans l'ouvrage qui vient d'être publié aux éditions du CNRS. Et je termine avec une autre technologie que, pour l'instant, nous n'avons pas encore pratiquée. Un seul exemple, c'est celle donc du lidar, donc qui est une technique de laser qui permet de faire des relevés du sol en perçant le couvert végétal, donc dans des régions évidemment très boisées. Donc c'est très utilisé par exemple au Cambodge sur des sites comme Angkor, ou en Amérique précolombienne sur des sites précolombiens. Donc le lidar peut être fixé à un drone, comme vous l'avez ici, et donc effectuer des relevés par voie aérienne. Nous l'avons expérimenté, Grégory Chaumet, sur un site antique, donc je sors du Moyen-Âge, celui donc de l'emplacement d'un théâtre antique dans la ville de Soissons. Donc nous sommes dans le nord de la France, à peu près à 100 km au nord de Paris. Un site, donc un édifice, en forme évidemment de demi-cercle, dont on pouvait encore reconnaître une trace très légère sur des plans anciens, comme celui-ci, donc immédiatement antérieur à la Révolution. Et maintenant le site, donc plus urbanisé évidemment, mais occupé par une sorte de bosquet qui, sur cette vue aérienne donc de Google Earth, est absolument invisible. Donc il y a eu une prospection aérienne, donc avec The Lidar, qui a opéré donc ce relevé après une première phase de traitement. Donc les différentes couleurs correspondent à des hauteurs variables et des natures d'occupation du site différentes, végétaux ou constructions en dur, etc. Et après un premier nettoyage, si je puis dire, sur ordinateur, on a pu évacuer certains éléments qui parasitent évidemment le site, comme la plupart des arbres, du couvert végétal ou des bâtiments récents. Et puis en travaillant encore sur des modélisations, vous voyez qu'on aperçoit cette courbe qui correspond évidemment à une bonne partie du théâtre antique, avec ces logiciels ArcGIS et Cloud Compare. Et donc, si on compare, après traitement, donc, le relevé de la zone correspondant au théâtre antique avec le plan de 1780, eh bien, on retrouve évidemment des analogies qui n'étaient absolument plus discernables lorsqu'on compare une vue aérienne classique avec la vue complétée par ce travail de modélisation. Donc, ça permet de préciser évidemment un monument important de la ville antique de Soissons, en préalable éventuellement à un type d'intervention, type archéologique, de fouilles sur le terrain. Et c'est ce type d'équipement donc que nous espérons mettre en œuvre prochainement pour le projet sur Mistra dont va parler Elisabeth Yotta. Alors, le projet de Mistra sur le site archéologique de Mistra que tout le monde connaît, classé par l'UNESCO, c'est un site extrêmement important sur lequel on souhaite travailler. On n'a pas encore commencé les missions. On devait partir cette semaine à Mistra pour une première mission avec un drone, mais malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, celle de Grégory Chaumet, on ne peut pas le faire, mais on espère le faire prochainement. Donc c'est un projet en partenariat avec l'École française d'Athènes, Sorbonne Université et évidemment le ministère de la Culture.
C'est un projet intitulé Regards croisés entre Orient et Occident sur le site archéologique de Mistra, un travail qui va se faire en collaboration avec la plateforme Plémo 3D, car on va commencer le travail sur le site par justement un travail sur la forteresse dans la partie supérieure du site, ici, et les remparts. Mais également sur d'autres parties du site et d'autres monuments, à savoir l'architecture civile, toutes les maisons, boutiques qu'on trouve sur la partie haute et sur la partie inférieure du site, et évidemment sur la forteresse, le palais et les églises. Dans un premier temps, pour tout ce qui concerne la nouvelle technologie, on souhaite utiliser le drone et le scanner laser et la photogrammétrie. Mais comme vous le voyez, et là on le voit encore mieux, ici dans la partie sud du site, où on a, près de l'église de Péribleptos, on a toute une zone sur laquelle on trouve une très forte végétation et qui va certainement nous poser des problèmes si on utilise uniquement le drone ou le scanner laser. Donc on souhaite trouver la possibilité d'utiliser un lidar pour justement voir ce qui se passe sous la végétation et avoir donc les informations qui vont nous manquer. Le travail, c'est le premier souhait pour ce projet, c'est de revoir toute la cartographie du site et ensuite de travailler sur l'architecture civile pour tout ce qui concerne le palais, la forteresse, les remparts, le palais et les maisons qui sont encore sur place, mais aussi travailler sur l'architecture religieuse avec donc le scanner laser, mais aussi la photogrammétrie, ce qui va nous donner aussi la possibilité de travailler sur le décor des églises. Et on en a plusieurs, avec un décor très riche de plusieurs périodes. Et donc de travailler et d'avoir donc un résultat en 3D des églises qui sont connues, étudiées, mais qui pourront être donc plus accessibles pour le public et de façon plus complète à travers ce travail. Donc le partenariat avec ces trois grandes institutions nous permet d'avancer nos missions. On ne va pas en rester là. Ça, c'est une première étape qui est extrêmement importante, évidemment. Après, on aura des études plus poussées, des monographies et un travail. Il y a toute une équipe derrière qui va travailler sur différentes thématiques et qui vont donc se développer au fur et à mesure, avec aussi, bien sûr, l'organisation de journées d'études, de colloques, mais aussi, on l'espère, un stage d'été pour les étudiants pour justement travailler sur les nouvelles technologies sur place et de voir les résultats qui seront donc qu'on pourrait avoir à travers ces appareils qui sont donc extrêmement importants pour nous et pour un site qui est connu mais sur lequel il y a eu plusieurs restaurations mal faites ou des parties aussi, comme je viens de le dire, qui aurait nécessité donc un travail au préalable de nettoyer toute la zone de sa végétation avant donc de voir s'il y a des vestiges. Avec un lidar, on peut avoir les résultats tout de suite et savoir exactement s'il y a des vestiges sous ces arbres qui étaient en fait plantés assez tard, au début du XXe siècle. On l'a su par donc une spécialiste qui n'est pas là aujourd'hui, Aspasia Louvi, qui va très prochainement
publié un livre qui va marquer aussi l'histoire de ce site, un livre sur Péribleptos, mais dans lequel elle revoit plusieurs points de l'histoire du site. C'est grâce à elle qu'on a su que ces arbres n'existaient pas avant et qui ont été plantés assez tard et qui nous causent d'énormes problèmes maintenant sur toutes ces zones, qui est quand même assez important. Voilà donc l'avenir de cette plateforme 3D qui nous est extrêmement utile pour l'avancement de ce projet. Merci pour votre attention.